Il y a quelque chose que les centenaires français ont en commun. Ce n'est pas leur médecin, ce n'est pas leur mutuelle, ce n'est pas non plus leur génétique. Les études le confirment. La génétique n'explique que 20 à 30% de la longévité. Le reste, c'est ce que vous faites chaque jour. En France, il existe des zones où les gens vivent significativement plus longtemps que la moyenne nationale et en meilleure santé. Pas des régions riches, pas des régions avec les meilleurs hôpitaux. Des régions où les gens ont, sans le savoir, développé des habitudes précises que la science de la longévité documente depuis 30 ans. Ce qui est fascinant et qui va peut-être vous surprendre, c'est que ces habitudes ne ressemblent pas à ce qu'on vous dit de faire. Pas de sport intensif, pas de régime draconien, pas de liste interminable de suppléments. 5 habitudes, simples, documentées, et accessibles à n'importe qui, à n'importe quel âge, y compris à 70 ou 80 ans. Dans les 20 prochaines minutes, voici exactement ce que je vais vous montrer. D'abord, pourquoi les personnes qui vivent le plus longtemps en bonne santé ne font pas ce que tout le monde leur conseille de faire, et ce que la recherche dit vraiment sur les facteurs de longévité après 65 ans. Ensuite, les 5 habitudes précises, dans l'ordre exact de leur impact scientifiquement mesuré, avec les études qui les documentent. Et enfin, une chose concrète, adaptée à votre situation aujourd'hui, que vous pouvez intégrer dès cette semaine. Pas demain, pas après le prochain rendez-vous médical. Cette semaine. Je suis le docteur Pierre Moreau, cardiologue. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de savoir qui est là. Écrivez en commentaire votre âge, juste les 2 chiffres. Et juste à côté, une seule chose. Est-ce que vous avez un proche dans votre famille qui a vécu au-delà de 90 ans en bonne santé ? Je veux voir si les habitudes dont je vais vous parler correspondent à ce que vous observez dans votre propre famille, parce que les réponses dans les commentaires vont être fascinantes. Voici ce que l'industrie de la santé veut vous faire croire sur la longévité, que c'est compliqué, que ça coûte cher, que ça demande de la discipline, des abonnements, des compléments, des régimes. Depuis 30 ans, on vante aux Français l'idée que vieillir en bonne santé est un projet de consommation. Acheter le bon tensiomètre, le bon probiotique, le bon programme de marche, le bon bilan sanguin trimestriel. Et pendant ce temps, les personnes qui vivent réellement jusqu'à 95 ans en France font quelque chose de radicalement différent, sans y penser, sans le calculer, sans l'acheter. Une étude menée par l'INSERM sur 2500 Français de plus de 70 ans suivis pendant 15 ans a identifié les facteurs qui différenciaient ceux qui vieillissaient bien de ceux qui vieillissaient mal. Les chercheurs s'attendaient à trouver des facteurs médicaux au sommet de la liste. Ce qu'ils ont trouvé à la place les a surpris. Les facteurs les plus prédictifs d'un vieillissement en bonne santé n'étaient pas les médicaments, ni les bilans sanguins, ni même l'alimentation en premier lieu. C'était la façon de vivre, la façon de se lever le matin, la façon d'avoir des raisons de se lever le matin. Première habitude, manger moins, pas différemment. La première habitude des centenaires français ne concerne pas ce qu'ils mangent, elle concerne quand ils s'arrêtent. Au Japon, les habitants d'Okinawa, la région du monde avec la plus grande concentration de centenaires, appliquent un principe appelé hara hachibu. Littéralement, manger jusqu'à être rassasié à 80%. En France, les études sur les centenaires des Pyrénées, menées par le chercheur Michel Poulain et son équipe, documentent quelque chose d'équivalent. Ces personnes mangent lentement. Elles s'arrêtent avant d'être complètement rassasiées. Elles ne finissent pas systématiquement leur assiette. Ce n'est pas un régime. C'est un réflexe acquis, souvent depuis l'enfance. L'impact métabolique est direct. Chaque fois que vous mangez jusqu'à la satiété complète, votre pancréas libère un pic d'insuline important. Sur des décennies, ces pics répétés contribuent à ce que les chercheurs en longévité appellent l'inflammation chronique de bas grade, une inflammation silencieuse, invisible, qui accélère le vieillissement cellulaire. Pensez à un moteur de voiture. Le faire tourner à 100% de ses capacités constamment l'use plus vite qu'un moteur utilisé à 70 ou 80%. Votre métabolisme fonctionne de la même façon. Deuxième habitude, bouger sans faire de sport. Voici ce que vous ne trouverez pas chez les centenaires français. Un abonnement à une salle de sport, pas parce qu'ils sont paresseux, parce qu'ils n'en ont jamais eu besoin. Les chercheurs en longévité ont un terme pour décrire ce que font ces personnes, le NIAT, Non-Exercise Activity, Thermogenesis. En français, l'activité physique quotidienne non sportive. Jardiner, faire ses courses à pied, monter des escaliers, aller chez le boulanger, bricoler, faire la cuisine debout. Une étude publiée dans le Journal of Aging and Health, portant sur 1200 Français de plus de 65 ans sur 10 ans, a montré que les personnes qui cumulaient
plus de 7000 pas par jour en activité quotidienne ordinaire avaient une mortalité cardiovasculaire 39%, plus basse que celles qui en cumulaient moins de 4000, indépendamment de toute pratique sportive formelle. 39%, sans gym, sans programme, sans horaire fixe. La différence entre une personne qui vieillit bien et une personne qui vieillit mal n'est souvent pas le sport du samedi matin. C'est ce qu'elle fait le reste de la semaine, les 7 autres matins, les 49 autres repas, les 168 heures de vie ordinaire. Troisième habitude, avoir une raison de se lever. C'est peut-être la révélation la plus surprenante de toute la recherche sur la longévité. Avoir un but, avoir quelqu'un qui a besoin de vous. Avoir une raison pour laquelle votre présence dans le monde fait une différence. Au Japon, on appelle ça l'ikigai. En France, les chercheurs utilisent le terme sentiment d'utilité. Le nom importe peu. Ce que la recherche dit clairement, si. Une étude de l'Université de Bordeaux publiée dans The Lancet Psychiatry, portant sur 16 000 personnes âgées, suivies sur 12 ans, a montré que les personnes avec un fort sentiment d'utilité, qui s'impliquaient dans des associations, s'occupaient de petits-enfants, transmettaient un savoir ou entretenaient un jardin partagé, avaient 2,2 fois moins de risques de développer une dépendance fonctionnelle et vivaient en moyenne 6 ans de plus en bonne santé que les personnes sans engagement social significatif. 6 ans. Pas 6 ans supplémentaires à végéter, 6 ans de plus à faire des choses qui ont du sens. L'isolement social, lui, a des effets mesurés qui équivalent à fumer 15 cigarettes par jour en termes d'impact sur l'espérance de vie. Ce n'est pas une métaphore. C'est le résultat d'une méta-analyse publiée dans PLOS Medicine portant sur 330 000 personnes. Quatrième habitude, dormir, vraiment. Dans les régions françaises où l'on vit le plus longtemps, il y a une pratique que le monde extérieur regarde souvent avec ironie. La sieste. Pas la sieste de 2 heures qui vous laisse groggy jusqu'au soir. La sieste courte, entre 15 et 25 minutes, que les chercheurs de l'université Paris-Saclay ont documentée dans une étude de 2023 portant sur 20 000 adultes français. Résultat, les personnes pratiquant une sieste courte 2 à 3 fois par semaine avaient un risque d'accident cardiovasculaire 48% plus bas que ceux qui n'en faisaient jamais. Et leur performance cognitive à 75 ans était comparable à celle de personnes de 10 ans plus jeunes, 48%, pour une pause de 21 minutes dans un fauteuil. Mais la sieste n'est que la partie visible d'une habitude plus profonde. Ces personnes dorment suffisamment, régulièrement, et elles ne culpabilisent pas de le faire. Dans notre culture de la performance, le repos est souvent perçu comme de la paresse. Chez les centenaires français, le repos est une pratique aussi sérieuse que le déjeuner. Ils ne négocient pas avec leur sommeil. Cinquième habitude, ne pas ruminer. La cinquième habitude est la plus difficile à mesurer et peut-être la plus puissante. Les centenaires que les chercheurs ont interviewés dans les études françaises sur la longévité partagent quelque chose de frappant. Ils ne ressassent pas. Ils ont traversé des guerres, des deuils, des maladies, des pertes financières, des deuils d'enfants parfois. Ils n'ont pas eu des vies sans douleur, mais ils ne ruminent pas. Ils ne maintiennent pas de rancune sur des décennies. Ils ne rejouent pas en boucle les erreurs passées. Biologiquement, voici ce que le stress chronique fait à votre corps. Pas le stress aigu d'une urgence, mais le stress de bas grade, qui dure des semaines, des mois, des années. Le cortisol reste élevé en permanence. L'inflammation systémique augmente. Les télomères, les extrémités protectrices de vos chromosomes, raccourcissent plus vite. Vos cellules vieillissent biologiquement plus vite que votre âge réel. Pensez à vos chromosomes comme à des lacets de chaussures. Au bout de chaque lacet, il y a un petit embout plastique qui les protège. Les télomères, c'est cet embout. Le stress chronique ronge cet embout, silencieusement, invisiblement, chaque jour. Une étude menée par l'équipe de la chercheuse Elizabeth Blackburn, prix Nobel de médecine 2009, a montré que les personnes pratiquant des techniques de régulation du stress cognitif avaient des télomères significativement plus longs que la moyenne pour leur âge, des cellules biologiquement plus jeunes. Les centenaires français ne font pas de méditation formelle pour la plupart, mais ils ont développé, souvent sans y mettre de mots dessus, une relation au présent qui leur évite de porter le poids du passé et l'inquiétude de l'avenir en permanence. Permettez-moi de vous parler de Suzanne. Suzanne a 96 ans. Elle vit dans le même village du Gers depuis 70 ans. Elle n'a jamais eu de médecin traitant différent avant l'âge de 70 ans. Elle allait voir le même médecin depuis toujours. Une consultation par an pour le bilan habituel. Elle a un potager. Pas grand, juste assez pour ses tomates, ses courgettes, ses haricots. Elle y passe environ 45 minutes chaque matin entre avril et octobre.
Le reste de l'année, elle tricote pour ses petits-enfants, lit, reçoit ses voisines le mardi après-midi. Elle mange simplement. Le midi est son repas principal, une soupe, un plat, un fruit. Le soir, peu. Elle n'a jamais compté une calorie de sa vie. Elle dort 7 heures la nuit. Elle fait une sieste de 21 minutes après le déjeuner depuis l'âge de 50 ans, une habitude qu'elle a prise quand ses enfants étaient les petits et qu'elle n'a plus jamais abandonnée. Quand on lui demande son secret, elle répond la même chose depuis 30 ans. Je ne me suis jamais ennuyée et je n'ai jamais gardé de rancune. Suzanne n'est pas une exception scientifique. Elle est un cas représentatif de ce que la recherche sur la longévité documente dans des centaines d'études à travers le monde. Elle a les 5 habitudes. Pas intentionnellement, pas parce qu'un médecin le lui a prescrit. Parce que sa vie s'est construite autour d'elle. La question n'est pas de devenir Suzanne. La question est de regarder laquelle de ces 5 habitudes vous pouvez intégrer, une seule, dès cette semaine. Voici comment commencer concrètement cette semaine. Première chose, l'arrêt à 80%. Pendant les 7 prochains jours, à chaque repas, posez votre fourchette quand vous sentez que vous êtes rassasié à 80%. Ça demande de manger plus lentement, au moins 20 minutes par repas parce que le signal de satiété met 17 à 20 minutes à atteindre le cerveau. Deuxième chose, le mouvement ordinaire. Comptez combien de fois vous prenez l'ascenseur cette semaine. Remplacez-en la moitié par les escaliers. Si vous habitez au rez-de-chaussée, marchez jusqu'à la boulangerie plutôt que de prendre la voiture. Pas un programme. Un changement sur cette occasion cette semaine. Troisième chose, identifiez votre raison de vous lever. Prenez 5 minutes ce soir pour écrire une seule phrase. Pour qui ou pourquoi ma présence dans le monde fait-elle une différence cette semaine? Si la réponse ne vient pas facilement, c'est le signe le plus important que cette vidéo vous donne. Cherchez une association, un groupe, un service à rendre, pas pour vous, pour quelqu'un d'autre. Quatrième chose, essayez la sieste courte. Demain après le déjeuner, allongez-vous ou installez-vous dans un fauteuil pendant 21 minutes. Pas avec votre téléphone. Posez une alarme. Fermez les yeux. Même si vous ne dormez pas, la relaxation physique a des effets mesurables. Faites-le 3 fois cette semaine avant de juger. Cinquième chose, identifiez ce que vous ruminez. Notez sur une feuille une chose que vous ressassez régulièrement depuis plus de 6 mois. Pas pour la résoudre maintenant, juste pour la voir. Les centenaires ne sont pas des gens sans problème. Ils ont simplement développé une capacité à ne pas laisser les problèmes non résolus occuper en permanence l'espace mental qui devrait être consacré au présent. Ce que vous savez maintenant, la plupart des gens qui vieillissent avec difficulté ne le savent pas. Vous savez que la longévité n'est pas une question de génétique ni de médecine, que 80% des facteurs qui déterminent comment vous allez vieillir sont dans vos mains aujourd'hui, pas dans une ordonnance, pas dans une salle de sport. Vous savez que les 5 habitudes des centenaires français ne coûtent rien, qu'elles ne demandent pas de discipline extraordinaire, qu'elles peuvent s'intégrer dans une vie ordinaire à n'importe quel âge. Et vous savez que le vrai objectif n'est pas de vivre jusqu'à 100 ans. Le vrai objectif, c'est ce que les chercheurs appellent le health span, la durée de vie en bonne santé. Pas des années supplémentaires à souffrir. Des années supplémentaires à être présent, utile, mobile, lucide. Votre corps a une capacité de résilience remarquable, à 70 ans, à 80 ans, à 85 ans. La recherche le démontre. Les décisions que vous prenez aujourd'hui changent la trajectoire de vos 10 ou 20 prochaines années. Pas demain, aujourd'hui. Pensez maintenant à quelqu'un de votre entourage, un ami, votre frère ou sœur, quelqu'un que vous aimez, qui se plaint de mal vieillir, de perdre de l'énergie, de ne plus avoir goût à grand-chose. Envoyez-lui cette vidéo ce soir. Pas parce que c'est un conseil médical, parce que ce sont des habitudes qui changent des vies. Et certaines personnes ont juste besoin que quelqu'un leur montre que c'est possible. Abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, des informations fondées sur la recherche sans jargon, directement actionnables. Parce que bien vieillir ne devrait pas être un privilège. C'est un droit que vous méritez de comprendre. Dans ma prochaine vidéo, je vais aborder quelque chose que beaucoup d'entre vous redoutent et que personne ne veut nommer clairement. Ces petits oublis qui arrivent de plus en plus souvent. Ce prénom qui ne revient pas. Ce mot qui s'est évaporé. Est-ce que c'est le vieillissement normal ou est-ce le début de quelque chose de plus sérieux? Je vais vous donner les 3 différences précises que les neurologues utilisent pour distinguer l'un de l'autre. Cette information, vous avez le droit de la voir. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Cette vidéo est à titre informatif et éducatif uniquement. Elle ne remplace en aucun cas un avis médical personnalisé. Ne modifiez jamais un traitement médical en cours sans l'accord de votre médecin traitant ou spécialiste.
Les informations présentées sont basées sur des données scientifiques disponibles au moment de la publication et ne constituent pas une recommandation médicale individuelle. Consultez toujours un professionnel de santé qualifié pour toute décision concernant votre santé personnelle.